asshole. Hands on top of the locker. Fingers together. Go on, grab the top of the fucking locker. That's right, you're under arrest, moron. Go on, cuff the ape. Don't move. How you doing, pal? Huh? This is from Jimmy Hart, from the Des. Remember this? Suck on that for a while. Freeze it up, pal! Jesus Christ. Talk to me, man. Talk to me. Talk to me! Daddy, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique. Il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Vous avez joué dans un film? Oui. Ça s'appelait... Attendez, La blonde de mes rêves. C'était avec vous. Je me souviens très bien, on avait une scène très passionnelle à jouer. C'est quoi le numéro de téléphone de ce magasin? 555 22 31. D'accord, et le vôtre? Pas de problème, vous pouvez lui donner votre numéro, je suis officier de police. 555 34 78. Tiens, et je suis prêt à parier qu'ici tout le monde a un numéro qui commence par 3-5. Et alors? C'est comme ça dans tous les films. Or, des numéros à 7 chiffres commençant par 3-5, combien il y en a? 9999. Et il y a combien d'habitants à Los Angeles? 8 à 9 millions. Ah. C'est pour ça qu'on a un indicatif pour chaque quartier. C'est votre fils? Lui? Oh non, c'est un malade mental que je suis chargé de ramener à l'asile. Allez, avance! Bon, d'accord. Et cette vendeuse-là, tu trouves pas qu'elle est beaucoup trop canon pour travailler dans un magasin de vidéo? Oui, tu as tout à fait raison. C'est avec nous qu'elle devrait travailler. Sous une couverture, bien sûr. Bon, écoute, tu peux pas nier qu'on n'a encore rencontré aucune fille normale. Y a que des super nanas ici. Tu peux me dire où sont les autres? Celles de tous les jours? Elles existent pas, parce qu'on est dans un film. Non, c'est ça, la Californie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est là aujourd'hui pour nous parler notamment d'un film assez particulier et qui me plaît beaucoup, et je sais que toi aussi, et qui vient enfin de sortir en Blu-ray chez Carlotta. Je dis pas de bêtises, tu me du coup, hein, de toute façon quand je dis une bêtise, hein. Il s'agit de Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson, un essai documentaire qui date du début des années 2000, 2004 si je dis pas de bêtises, que je ne pensais pas voir un jour débarquer en DVD. On va de toute façon vous raconter de quoi que ça cause, hein, mais j'étais convaincu du fait qu'il utilise énormément d'images d'autres films en fait, que comme d'autres essais ou comme d'autres films de montage en fait, pour des questions de droit, ils soient assez comme le Grand Détournement, par exemple, voilà. Qui soit assez impossible en fait de pouvoir en faire commercialisation en fait. Depuis quelques années déjà, il était disponible évidemment à Los Angeles justement, où j'avais essayé de le regarder, mais dans de mauvaises copies ou sans sous-titres, ce qui est quand même assez problématique avec ce film puisque il dure 4 heures à peu près, hein, si je dis pas, un peu moins, non, oui, 3h30 peut-être. Enfin, c'est quand même un documentaire assez long qui parle beaucoup quand même, c'est-à-dire qu'il y a une voix off qui est quand même assez omniprésente. Donc c'était du gâchis pour moi, donc c'est vrai que j'avais
attendu en fait que quelqu'un fasse ce travail au moins de sous-titrage à ma place parce que je suis un incapable et c'est vrai que je n'osais pas espérer en fait une sortie en tout cas chez nous puisque alors pour les auditeurs qui ne savent pas du tout de quoi on parle, de raconter quand même, enfin dire au moins ce que c'est le principe et ce pourquoi on est étonné qu'il sorte, c'est que oui c'est un film qui est pour sa bande image en tout cas constitué à 80% uniquement de films préexistants. Il y a plus de 200 extraits de films voilà. C'est assez impressionnant en termes de travail déjà. Ça, je comptais y revenir bien évidemment. Hein. C'est un gros travail. Je vais présenter rapidement, on va présenter le film après. Rapidement Tom Anderson, puisque c'est le seul film que j'ai pu voir de lui, mis à part le petit bonus qu'il y a accompagné sur le Blu-ray de Carlotta. Mais c'est un réalisateur de films expérimentaux, c'est un professeur de théorie de cinéma américain hein, qui démarre dans les années 60, milieu des années 60 déjà à faire quelques essais ou quelques films expérimentaux, qui va continuer dans les années 70 et qui va être professeur. Et c'est à la fin des années 90, après, je crois, si j'ai bien compris d'ailleurs, un cours qu'il a pu faire sur LA Confidential en fait, où justement il dénigre pas mal le film, où il se met en tête de faire cet objet qui va évoquer, alors ça va être, on va y revenir de toute façon, mais plusieurs aspects du rapport entre Los Angeles et le cinéma. La première, enfin dans le désordre d'ailleurs, ce sera comment Los Angeles a été associé au cinéma, comment la ville a été modelée par le cinéma, comment le cinéma a été modelé par la ville, et puis tout ça va s'engrainer en fait. Et aujourd'hui, lui qui est habitant de Los Angeles, surtout, enfin aujourd'hui, quand il fait le film, c'est en 2001, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il n'y a pas de film post-2001 dans son film, il refuse. Comment lui, en tant qu'habitant de Los Angeles, en fait, il voit sa ville avoir été transformée par le cinéma et comment il voit aussi... comment le cinéma a pu témoigner de sa ville. Exactement. Et donc c'est un sujet quand même très vaste et c'est vrai qu'on pourrait se dire on peut faire ce film-là à peu près sur n'importe quelle ville, y compris sur Rennes ou sur Paris, bref n'importe quoi. Ça serait peut-être un peu moins intéressant pour Rennes. Évidemment moins intéressant et surtout c'est que évidemment Los Angeles c'est en partie Hollywood. Enfin, là il serait en colère si m'entendait dire ça, mais en tout cas Los Angeles est associé bien évidemment au cinéma et c'est la ville qui a été le plus filmée, que ça soit en tant que Los Angeles ou en tant qu'autre ville, mais c'est là où on a filmé le plus de films finalement dans le monde hein, depuis les années 10. Donc évidemment il y a une matière et la ville a été à ce point transformée par le cinéma ou pour le cinéma, qui avait de quoi en effet en faire un sacré documentaire. Et il s'est mis à cette tâche-là, qui est assez impressionnante. Le travail qu'il fait est très rigoureux, je trouve, même si évidemment on n'a pas tous les films côté, enfin, c'est pas du tout l'idée. Oui, c'est un essai. Avec des thématiques qu'il va tenter de respecter et puis même s'il essaye de rester le plus objectif, le plus informel possible en fait, il y a quand même un point de vue lui en tant qu'habitant, c'est-à-dire que c'est le point de vue d'un habitant aussi de Los Angeles quoi. Bref, l'objet est assez fascinant, je vais te laisser en causer, mais je voulais juste te dire que moi j'étais ravi qu'enfin en fait je puisse le découvrir cet essai que j'attendais de voir depuis vraiment longtemps et j'ai pas été déçu parce qu'en effet c'est comme l'a dit notre intérimaire Jules Topoc quand je lui ai dit que j'avais enfin vu le film, c'est un puits sans fond. Et à la fois ça va donner envie de revoir tous les films qu'il évoque, soit en bien soit en mal, parce que des films qu'on va adorer, y compris des films de Michael Mann par exemple, où on s'attend à ce que Michael Mann soit évidemment évoqué très rapidement dans le film, et non, il va être passé très rapidement en fait au bout de 2 heures, peut-être bien d'ailleurs Michael Mann. Enfin voilà, il y a des films qu'on pouvait attendre, d'autres qu'on attendait moins et qui vont prendre une place parce que selon lui ça représente vraiment bien cette ville. Enfin, il y a tout un tas de choses assez fascinantes par rapport au point de vue qu'il arbore aussi dans ce film, et qui redonne une place encore plus importante dans un film que j'aimais beaucoup, Blade Runner par exemple, qui va justement prendre une dimension importante, l'architecture de la ville, comment exploiter l'architecture de la ville. Enfin, c'est très très riche et ça m'a vraiment fasciné.
Je te laisse y revenir et puis je rebondirai sur ce que tu Oui, oui, oui. Après, je trouve, en tout cas, le film absolument, vraiment passionnant. Hein. Bon, après, je dirais peut-être pas que ça se bouffe tout seul parce que moi-même, je l'ai regardé en 2 fois. Mais il y a une entracte prévue au départ dans le film. Oui. Hein. Ouais. Après, je pense que c'est quand même un film qui a dû être exploité pas mal en salle, mais peut-être dans des circuits hyper restreints. Ce qu'il expliquait d'ailleurs, il y a un petit livret qui accompagne le Blu-ray et il explique que suite au deuxième montage qu'il a pu faire justement, c'est en 2014 je crois, qui est présent dans le Blu-ray. En fait, les 2 parties font grosso modo 80 minutes, ce qui correspond à la durée à peu près parfaite d'un film selon Roger Corman. Ouais, c'est ça, ouais. Ou quand Hollywood savait faire des films, quoi. En gros, ouais, c'est ça. Mais oui, en tout cas, moi, oui, je trouve ça complètement passionnant de bout en bout, vraiment. Et aussi, et puis peut-être que je commencerai par la fin en disant ça, mais c'est parce que c'est aussi un rapport au cinéma américain global, quoi. On sait très bien que le cinéma américain, c'est à la fois un territoire réel, effectif, et c'est un territoire imaginaire qui a autant dont l'existence filmée est presque aussi véridique ou importante dans pour quiconque l'existence. C'est-à-dire que le réel et la fiction aux États-Unis et en particulier se mélangent en fait. Et quand on débarque, alors je vais peut-être te couper tout de suite et puis raconter ma petite histoire. C'est un sujet qui est évoqué à la fois dans le film et dans le livret qui l'accompagne. C'est un autre intervenant qui écrit dans le livret qui explique qu'il était guide touriste à Los Angeles, alors peut-être dans les années 90 je crois, et il évoque justement des touristes qui venaient du fin fond des États-Unis, qui débarquaient à Los Angeles, et ce guide avait peur de leur présenter Hollywood la nuit en fait, parce que du coup ils auraient vu le cauchemar que ça peut être en fait. Et ça lui est arrivé malgré tout de présenter à des touristes qui venaient voir Hollywood Boulevard ou la nuit, et les gens se sont même pas rendus compte de ce qui se passait autour d'eux en fait, et il leur a demandé comment est-ce qu'ils le vivaient, et ils expliquaient mais non, mais de toute façon on est arrivé, on avait déjà nos images, et il suffisait juste en fait de poser les pieds sur Hollywood Boulevard et puis paf, ça prenait réalité en fait. Alors pour avoir foutu les pieds à Los Angeles et aux États-Unis, je savais en allant là-bas, moi, enfin, ça me parlait tout ce discours-là justement de l'image qu'on ramène avec nous en tant que spectateur, en tant que touriste, de voir ce paysage qu'on connaît sur grand écran ou sur d'ailleurs, enfin dans les films grosso modo. Et c'est vrai que moi, je m'étais préparé en fait à pas retrouver que ça soit New York ou Los Angeles tel que je l'ai vu dans les films, parce que les films que je voyais, c'était des films des années 70 notamment, quoi. J'étais bien content de retrouver New York autrement, c'est-à-dire que New York était une ville propre. Alors ça fera peut-être hurler certaines personnes, mais j'avais pas forcément envie de me balader dans New York, dans les poubelles, et en ayant peur de me faire trucider dans un coin de rue, hein, je veux dire. Mais par contre, je retrouvais à New York je retrouvais New York. Quand tu vas à New York, t'as toujours enfin pas cet horizon, mais en tout cas la forme de la ville, elle est là. Tu reconnais New York, tu reconnais tel immeuble, tu t'y retrouves. La gare de New York, il n'y a pas de problème, elle a été filmée, tu la reconnais tout de suite, et c'est filmé comme New York. Quand tu débarques à Los Angeles, par contre, c'est vrai que c'est complètement différent. Quand tu rentres dans Los Angeles, t'as aucun repère en fait. T'as aucun immeuble, devanture, espace qui va te faire penser directement à un film. En débarquant à Los Angeles, t'es paumé. Quand tu débarques sur Hollywood Boulevard, c'est un repère à touristes, c'est un repère à fous, clairement, quoi. Il reste pas grand chose du cinéma en fait sur Hollywood Boulevard, mis à part ces étoiles par terre sur lesquelles tu marches, qui sont peu intéressantes quand même, quoi. Il y a peut-être le Chinese Theater où t'as les empreintes, hein. J'ai pu foutre mes pieds dans les empreintes de Mel Gibson ou de John Wayne. J'étais ravi, c'était chouette. Mais en fait, tu galères un petit peu à trouver des signes de cinéma. Il y a pas un cinéma, il y a des boutiques, il y a des malls, il y a des machins, mais en fait, il y a pas de traces de cinéma là-dedans. Et j'ai quand même fait un parc d'attractions, le studio Universal. C'est pas un studio, c'est un parc d'attractions, hein, du coup. C'est très amusant. Et puis tu vois des décors, tu vois la maison de Psychose, tu vois un décor des Dents de la Mer, de la Guerre des Mondes. C'est super, c'est fascinant. C'était évidemment, de mon petit point de vue de Rennais, c'était exceptionnel. C'est le parc d'attractions que je voulais faire, évidemment.
Il y a un seul moment en fait à Los Angeles où, c'est peut-être dans les collines de Mulholland Drive où j'ai retrouvé quelque chose, parce que là pour le coup c'est pas un lieu touristique et tu retrouves les collines de Mulholland Drive et c'est là pour le coup il y a un truc qui se passe. Et puis on l'écoutera tout à l'heure, un petit extrait de Hit qui évoque ça. C'est de retrouver au Griffith, l'observatoire Griffith, là où a été tournée La Fureur de vivre, notamment. T'es sur les hauteurs de Los Angeles et t'as à peu près la vue qu'a Robert De Niro quand il est avec sa petite amie dans Hit et qui compare la vue aux îles Fidji avec ses lumières. Et c'est vrai que là, tu te dis, bah voilà, c'est le seul moment en fait quand tu vois Los Angeles de haut, sans le smog, tout ça machin, où là tu dis, voilà, là c'est Los Angeles. Mais quand t'es sur place en fait, il n'y a pas de... Quand t'es dans Bunker Hill a disparu, j'ai voulu voir Bunker Hill, il y a évidemment plus de Bunker Hill, il en parle pas mal dans le documentaire, hein. C'était un quartier très important, qui moi me touchait aussi, c'est le quartier de John Fante par exemple, hein. Les rêves de Bunker Hill, de Bandini, et puis Demande à la poussière, c'est le quartier qui a été rasé, et je sais que, enfin voilà, pour l'adaptation par exemple de ce bouquin exceptionnel que tout le monde devrait lire, c'est comme le scénario Robert Towne qui avait adapté ce truc-là de façon assez lamentable. Il avait dû aller en Amérique du Sud pour recréer le quartier de Bunker Hill de Los Angeles qui avait été rasé, et il avait été en Amérique du Sud pour refaire ce quartier-là, quoi. Et puis il en avait fait de la merde, c'était lamentable. C'est triste, mais il y a cet aspect assez particulier, et je l'ai retrouvé beaucoup dans le documentaire, c'est-à-dire que cette ville, et c'est pour ça je pense que ça le touche particulièrement en tant que résident, Tom Anderson, c'est que cette ville n'a jamais été correctement représentée. Et en effet, pour connaître un peu le cinéma américain, pour avoir vu, y compris avec Michael Mann, hein, les représentations de Los Angeles au cinéma, quand t'es à Los Angeles, non, tu retrouves pas comme avec New York par exemple, ou d'autres villes, tu as Las Vegas, Monument Valley, les grands espaces, machin. Los Angeles, tu débarques là-bas, tu reconnais rien, enfin il n'y a pas de repère cinématographique, il faut pas s'attendre à ça, et je pense c'est une ville qui désespère beaucoup de touristes cinématographiques, quoi. Et ça va encore plus loin, et je pense je spoil un petit peu son documentaire. Il le termine avec quelque chose que je trouve très très pertinent. C'est sur le fait que, et moi j'étais convaincu de ça aussi d'ailleurs, que tout le monde dit que Los Angeles est une ville qui se fait en voiture. Et là, il touche. Et j'étais convaincu de ça, et c'est vrai que moi je l'ai fait en voiture parce que j'y étais que quelques jours, et puis t'as pas trop le choix, et tu te retrouves sur l'autoroute très rapidement, et puis t'es paumé. Sauf qu'en fait, il explique, hein, ça date. C'est un propos de blanc. C'est un propos de blanc, en fait, et puis de gens. C'est un propos de la classe dominante, en tout cas. D'une classe dominante qui, du coup, a une bagnole, et puis de gens qui contrôlaient aussi un système de transport et de machin. Sauf que non, évidemment que tout le monde n'a pas une bagnole à Los Angeles, évidemment que tout le monde il y a plein de gens qui marchent, et en fait les seuls gens qui connaissent vraiment la ville, c'est justement ceux qui marchent et qui prennent le bus, parce qu'il y a toujours des bus. Avant il y avait un tramway, voilà. Maintenant il y a toujours les bus, il y a des gens qui marchent en fait, et c'est eux qui connaissent la ville. Et il y a des cinéastes qui ont filmé ça comme ça, et des films par contre qui ne sont pas connus et qu'on n'a pas vu, et que moi non plus je n'ai pas vu d'ailleurs. Et lui il en parle à la fin du film, il dit mais je veux voir ces films-là en fait. Oui, carrément. Après, lui, on sent qu'il y a un tropisme, en tout cas, pour aussi un cinéma très indépendant. C'est vrai qu'on connaît très mal, et surtout un cinéma de noir américain, hein, je crois, en tout cas, les cinéastes mais quasi néo-réaliste. Voilà, donc vraiment, on est quasiment néo-réaliste, en tout cas, du moment moderne du cinéma américain, qui vont avoir, en tout cas, une préférence, en tout cas, des propos de sa part qui sont moins ambivalents que tout ce qu'il peut développer avant, c'est-à-dire où c'est vraiment, regardez ça, parce que là, au moins, il y a un témoignage, parce que lui, son principe, c'est vraiment il commence de son documentaire comme ça, en disant on essaie toujours de chercher la part de fiction qu'il peut y avoir dans le documentaire, et si on faisait l'inverse, en essayant de regarder les films mais uniquement pour la part documentaire qu'ils nous apportent sur la ville où ils sont tournés, c'est-à-dire Los Angeles. Donc et c'est vrai que dès ce propos-là, et
tel qu'il fait son film, ça a beau être des films qu'on connaît déjà, d'un coup on est très attentif au background en fait, et puis à regarder vraiment l'architecture du truc. Et c'est vrai que son point de vue à lui, c'est de se dire bah voilà, c'est pas filmé, ou c'est mal filmé, ou c'est détourné de son ambition initiale. Enfin un bâtiment va être filmé, mais jamais il ne sera filmé de la façon qu'il l'est réellement. Un bâtiment ce qui est propre de la fiction après, ce qui est propre de la fiction, mais par contre qui détourne complètement, absolument radicalement. Par exemple, il va dire bah oui, dans un film, n'importe quel kidam qui se pointe à Los Angeles, il va se retrouver, c'est une sorte de vieux hippie ou de beatnik, il va se retrouver à habiter à Malibu. Bah non, en fait les mecs habitent à Malibu, ils sont riches quoi, ils habitent sur les maisons en face de la mer, ils sont riches quoi. Donc non, t'es un kidam, t'habites pas là-bas. Il maisons... continue sur l'architecture parce que du coup il évoque aussi par exemple les grands bâtiments, les grandes maisons d'architectes connus qui vont être associés aux méchants uniquement. Complètement. Et en fait il y a une sorte lieu de vie. Oui. Et en fait c'est vraiment génial parce que ça rentre dans la psyché de Los Angeles, qui est une ville qui est à la limite où son principe c'est de se dire c'est une ville qui se déteste au point qu'elle a tout fait pour ne jamais se filmer. Alors même qu'elle est la plus filmée, elle n'a jamais été, elle ne s'est jamais filmée réellement. À chaque fois qu'elle a pu filmer des trucs les plus représentatifs ou on va dire saillants, enfin non pas pittoresques, on va dire, ou vraiment le mot m'échappe, mais quelque chose qui soit propre à Los Angeles, en fait il va toujours les détourner. Ils vont dire bah voilà, l'architecture moderne qui peut être quelque chose de très propre à Los Angeles, de la côte ouest, chose qui pourrait être impossible à New York où tout est dans la verticalité, où il n'y a pas de maison à proprement parler, ou voire pas du tout. Là l'architecture moderne de Frank Lloyd Wright et d'autres architectes dont les noms je ne connais pas. En tout cas, ça va être à Los Angeles qu'on va les voir. Et dans les films, il va t'aligner plusieurs extraits en disant bah voilà, l'architecture moderne, ça sera toujours quelque part dévalorisé parce que c'est toujours des méchants, les méchants des histoires qui y habitent, comme si c'était une ville qui fuyait à la fois son historicité en filmant jamais son origine, mais qui dans tout ce qu'elle avait de plus moderne ou d'annonciatrice du futur, bah aussi le filmait de façon un petit peu révulsive quoi. Donc c'est comme si il filmait Los Angeles comme une sorte de gros cerveau. En fait, c'est presque ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est presque un film. Il filme Los Angeles comme un paysage mental quelque part. Il cherche le vrai Los Angeles, mais au final, il se rend bien compte que dans les images qu'il peut y avoir de Los Angeles, c'est une sorte de paysage mental, mais c'est un cerveau un peu malade quoi. Et l'autre truc, c'est que Los Angeles a été transformé aussi via le cinéma, c'est-à-dire que comme tu le dis, voilà, on l'a utilisé c'est pas nouveau, hein, il le dit dès les années 20, Los Angeles était utilisé pour faire d'autres villes ou d'autres, pour un imaginaire. Et en fait, aujourd'hui, la ville est transformée, et j'ai participé à ça justement étant touriste à Los Angeles. Hein. C'est-à-dire que la ville est transformée parce que le tourisme est aussi cinématographique. Donc voilà, on va proposer aux touristes et puis même, aux gens qui ne connaissent pas la ville tout simplement, hein, c'est une idée qu'ils ont en fait. Et par exemple, mettre un monument pour dire voilà le premier, voilà où était le premier studio de Max Sennett ou de Chaplin, alors que non, ça correspondait absolument pas en fait à cet espacement. Enfin, c'était 3 km plus loin en fait le premier studio, mais on peut le foutre là. Tel diner, c'est comme ça qu'il introduit le film d'ailleurs aussi. Tel diner que tu vois là, c'est un faux. Et aujourd'hui, tu fais plus la distinction. Et c'est, on pourrait citer Baudrillard ou des choses comme ça. Mais voilà, le fait est que là, ça désoriente complètement aussi l'habitant, tout comme celui qui vient sur place. Enfin, moi, il y a un moment que j'ai trouvé, qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est le moment où il parle de Blade Runner comme le cauchemar officiel de Los Angeles. Et ça m'a hyper questionné. Moi, Blade Runner, c'est évidemment un film que j'adore. Il en parle d'un cauchemar, mais comme un rêve d'architecte aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que il y a quelque chose d'assez sardonique sur Blade Runner.
enfin, je sais pas s'il aime le film ou pas, et je m'en fous. En Il tout le cas, cite énormément, en tout cas. Le propos qu'il dit dessus est hyper intéressant. En tout cas, les termes sont ceux-là. Effectivement, c'est le cauchemar officiel de Los Angeles et c'est le rêve d'un architecte, quoi. Et ce qui est à la fois péjoratif et laudatif, quoi, quelque part, c'est que c'est évidemment un film qui est représentatif de Los Angeles quelque part, et qui est le cauchemar officiel. On pourrait presque résumer ça, c'est le cauchemar officiel des architectes, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment un truc le mec qui a créé quelque chose qui est le pire truc, mais en même temps voilà, c'est ce qu'il a rêvé qui est aussi son cauchemar. Et en fait après il développe un petit peu en disant ouais, ce truc est recompose la ville avec, c'est un des rares films ou un des films qui va filmer un des bâtiments les plus marquants de Los Angeles, mais qui est absolument pas identifié, hein, je pense. Enfin, moi je l'avais jamais identifié, mais c'est le Bradbury Building, hein, qui est le commissariat me semble-t-il dans et justement, il montre plein d'extraits de films qui utilisent. On va le voir dans plein de films, enfin en tout cas il cite 4-5 films me semble-t-il, et c'est vrai que c'est un bâtiment avec une architecture absolument fantastique. Mais c'est ce qui est amusant aussi là-dedans, et c'est vrai que ça m'avait marqué, c'est que se dire mais oui, mais Blade Runner en fait c'est quand même un film qui est marqué par une certaine verticalité, quoi, dans le sens où tu dis bah ouais, mais est-ce que ce serait pas plus New York quelque part, quoi, le Blade Runner. À la limite, Blade Runner 2049 que je n'aime pas du tout, il me semble me rappeler que oui, il y a une sorte de vision de Los Angeles qui est plus marquée par l'horizontalité, quoi. C'est vrai que c'est assez amusant, hein, c'est pour ça ce qui rend aussi le cinéma américain hyper passionnant aussi, c'est que se dire voilà, on a quand même une ville sur la côte ouest qui est marquée, c'est l'horizontalité totale, et sur la côte est, l'autre ville, c'est New York, c'est la verticalité totale, quoi. Donc tu dis ouais, c'est incroyable. Déjà formellement, ils avaient déjà en germe l'idée de faire des œuvres d'art hyper, où tu peux travailler déjà sur ces motifs-là. Et c'est vrai que ouais, moi Blade Runner, tel que c'est construit, c'est le downtown, parce que le seul endroit un peu vertical de Los Angeles, c'est downtown. C'est vraiment le truc qu'on voit un petit peu dans beaucoup de films et des polars, ou Heat aussi un petit peu. Mais ça reste une toute petite minorité, ouais, en fait, du Los Angeles qui existe, qui est une ville qui s'étend sur une... Ouais, et c'est vrai en même temps. Alors, il l'évoque rapidement, mais pour d'autres raisons. Mais dans la banlieue de Los Angeles, par exemple, tu as des films aussi qui vont être justement sur la verticalité. Moi, je pense à Piège de cristal, bien évidemment, parce qu'il se passe dans un immeuble. Et justement, on a un film qui est dans la banlieue de Los Angeles, qui est censé être justement une zone un peu étalée avec des pavillons, grosso modo. Et non, au contraire, on se trouve avec un film qui va jouer uniquement là-dessus. Fera l'inverse avec New York, quoi. Voilà, c'est ça. Un film horizontal. C'est ça, voilà. Mais le jeu là-dessus est tout à fait possible. C'est-à-dire que et c'est là où l'essai, moi je le trouve aussi passionnant. Et puis comme le disait, voilà, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que, en effet, il évoque des choses. T'as envie de montrer aussi l'inverse, mais lui, il l'évoque gentiment dans son film. Mais t'as envie d'évoquer. Et c'est vrai que du coup, le film Piège de cristal joue sur la verticalité. Ça va compléter énormément de choses. C'est la ville des possibles. C'est assez fascinant, et il revient à la base, hein. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est depuis la création, dès les années 10, des années 20, quand vraiment Hollywood s'installe, comment ils vont déjà créer cette ville cinéma. C'est quelque chose que moi j'avais déjà pu entrevoir, et qui m'intéressait beaucoup dans les biographies des grands cinéastes comme King Vidor ou Capra ou d'autres, en fait, qui ont écrit leur autobio et qui évoquent justement leur arrivée dans la région de Los Angeles, en fait, qui évoquent tout ça, comment on va s'approprier la ville, et pourquoi on y va aussi, pourquoi elle nous permet de faire quoi, cette ville, en fait. Ce qu'il évoque pas forcément dans le documentaire, parce que c'est pas un documentaire historiographique ou que ce soit, c'est vraiment un essai, encore une fois, et ce qui rend la chose très intéressante, hein. Et pour ceux que ça intéresse plus, moi j'invite justement à aller lire les biographies, autobiographies même des premiers cinéastes qui s'installent à Hollywood, et même les biographies de Ford ou de Hawks qui évoquent justement pourquoi est-ce qu'on va là-bas. On a un territoire en Californie qui permet justement de recréer, en fait, la quasi-totalité, en fait, des décors du monde. C'est quelque chose d'assez fascinant, et c'est vrai que c'est pas forcément évoqué parce que lui il se concentre vraiment sur Los Angeles et non pas LA, donc c'est un truc downtown.
Mais voilà, il a fallu un cœur, grosso modo, pour centrer tout ça. Mais en faisant une centaine de kilomètres, en fait, t'as tous les décors possibles. Enfin, il l'évoque quand même, justement, par rapport, voilà, on va filmer la Suisse alors que c'est à quelques kilomètres de Hollywood, et on fait croire que c'est un décor suisse. Et c'est vrai que t'y crois, en fait. C'est vraiment fascinant, et tu comprends pourquoi, à un moment, ça a pu devenir aussi cette mecque du cinéma très rapidement. T'as tout là-bas, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour en Californie un moment, c'est un espace absolument fascinant. Hein. Mais c'est vrai que du coup, t'as quand même, en tout cas, le documentaire arrive à capter ce truc où t'as quand même quelqu'un qui cherche à tout prix vraiment la vérité topographique, hein. Comme je disais, voilà, il cherche vraiment qu'est-ce qui dans les films documente de la réalité d'un endroit, et au final, t'es quand même, même lui, il y a une sorte, non pas d'aveu, mais de constat peut-être que cette réalité n'existe pas, qu'au final, il va dire à un moment que Chinatown va être peut-être un authentique témoignage de ce que c'est Los Angeles, mais plus par l'esprit. Il va raconter juste l'intrigue de Chinatown, qui raconte une anecdote historique a priori fondatrice de la vision de Los Angeles. Là, il a un point de vue historique en disant ce que raconte Chinatown est objectivement faux. Au contraire, la gestion de l'eau de Los Angeles a été, on va dire, impeccable. Bon, j'exagère, mais voilà. Non, mais voilà, mais que c'est devenu, à partir de cette histoire-là, en fait, le centre aussi d'une forme de pourriture. Oui, c'est ça. Et qui a donné naissance, enfin qui a pas donné naissance, mais qui en tout cas a nourri le film noir. Et complètement. Et puis il dit aussi qu'au final, l'esprit qui habite complètement Chinatown, l'esprit en tout cas de la corruption généralisée et de cette sorte de le fameux mot de Jack Gittes à la fin de Chinatown, it's Chinatown, forget it, quoi. C'est en fait, il a quand même capté quelque chose de profondément vrai sur le truc que non, laisse tomber, essaye pas de rétablir la vérité, de toute façon c'est Chinatown, donc on oublie et on avance, quoi, tout en se basant sur quelque chose qui soi-disant être un peu documenté par Robert Town des malversations qui se sont effectuées sur le trafic de l'eau dans la vallée de Californie, et qui est faux. Et en fait, là-dessus, il y a tout un paradoxe tu dis, d'accord, c'est vraiment là-dessus qu'il y a le cœur un peu de son film. Tu dis, c'est génial de voir quelqu'un qui veut chercher les traces de réalité qui s'impriment sur l'image, et qui peut se rendre compte qu'au final, des fois, l'esprit de certains trucs qui sont peut-être un petit peu traîtres par rapport à ce qui s'est réellement passé, sont peut-être autant porteuses de vérité qu'autre chose. Enfin, c'est un film qui est bourré de ce genre de paradoxe, d'ambivalence, et qui est hyper intéressant, et qui a un vrai point de vue aussi de quelqu'un qui habite à Los Angeles. En fait, c'est l'habitant. C'est intéressant. C'est l'habitant qui connaît sa ville. Hein. Mais par contre, il y a un truc à ajouter quand même. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je crois, mais il termine vraiment son film, c'est-à-dire que je prends le dernier quart d'heure peut-être. Il va évoquer une série de cinéastes, on l'évoquait, qui sont quasiment dans le néo-réalisme, mais on est dans les années 60, voire 70. Où donc c'est un cinéma pas de la black exploitation, hein, justement, mais par contre qui va évoquer des travailleurs en effet afro-américains qui justement sont ceux qui vont prendre le bus, qui vont travailler, et on va montrer leur quotidien. Et notamment le cinéma de Charles Burnett, et c'est vrai que c'est des films que moi en tout cas je n'ai pas vus, qui à ma connaissance ne sont pas disponibles en France d'ailleurs pour le moment, et il les évoque vraiment comme les films qui en tout cas pour cette époque-là, à savoir ces années 60-70, vont être ceux qui vont vraiment montrer Los Angeles, la ville, le downtown, le centre-ville de Los Angeles tel qu'il est vraiment en fait. Voilà, il y a des films qui existent et qui montrent vraiment ça. Et on peut finir sur ce truc que je trouve génial, et je sais pas si c'est vrai, mais c'est super. Parce que déjà, moi, j'avais jamais trop pensé à ça, alors que c'est vraiment comme le nez au milieu de la figure, mais c'est le comparatif qu'il peut faire entre Chinatown et Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu dis, effectivement, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais oui, moi, c'est juste que je m'étais jamais formulé ça ainsi, mais évidemment, ça vient de ça. Mais ce qui est hyper amusant dans le film, c'est qu'il dit, par contre, l'anecdote que raconte Qui veut la peau de Roger Rabbit, ce fameux détournement de la ligne de bus, ce rachat
des lignes de bus par des gros conglomérats pour supprimer les lignes de bus, qui est l'argument, enfin le MacGuffin, on va dire, de Roger Rabbit. Là, pour le coup, c'est avéré, quoi. C'est vraiment General Motors qui a racheté des lignes de bus pour les niquer et pour que les gens achètent des voitures, quoi. Et et ça, c'est fascinant, quoi. Voilà. Et donc, c'est plus Roger Rabbit qu'il faut revoir plus tôt. En tout cas, cet essai documentaire Tom Anderson, Los Angeles Plays Itself, est enfin disponible en Blu-ray. C'est chez Carlotta. Et donc à ne pas voir à Los Angeles. Oui, en plus de toute façon à Los Angeles, de toute façon, vraiment, il n'y aura pas de sous-titres. C'est, à moins que vous soyez super fortiche. Mais voilà. J'en profite, on a un peu de temps. Je vais pas m'attarder forcément beaucoup dessus, mais j'ai vu un autre documentaire vachement plus interminable parce qu'il dure plus de 6 heures, je crois, c'est en 4 parties. Tu me permets, hein, vu que tu l'as pas regardé, je l'évoque. C'est surtout que justement, il y a un aspect. Bon bref, j'ai vu le Robodoc. The Creation of Robocop, un documentaire donc en 4 parties qui font chacune 1h20 grosso modo, hein, sur donc la création du Robocop de Paul Verhoeven à la fin des années 80, alors qui n'est pas à Los Angeles, lui qui est censé se passer à Détroit, mais je crois que c'est dans le premier ou le deuxième épisode, hein, où ils évoquent justement que Détroit c'est bien, mais en fait il n'y avait pas les décors que Verhoeven souhaitait pour son film. Je conseille à tout le monde la vision de ce film, hein, c'est disponible sur Prime Video, peut-être pas en France, mais sinon vous pouvez le retrouver à Los Angeles. Justement, toi t'es abonné à Amazon, mais avec un compte US, quoi. C'est ça, oui. Je fais. Alors c'est vrai qu'on a un mauvais bilan carbone, hein, dans cette émission, hein, mais je vais aussi régulièrement à Los Angeles justement pour voir ce genre d'objet qui m'intéresse. Documentaire qui était, ça se regarde comme une série, hein, donc je conseille, mais je tenais à l'évoquer justement parce que il y a tout un. Il y a plein d'éléments très intéressants sur la création même du robot, sur le casting, sur l'écriture. Le documentaire est extrêmement riche sur toute la création et se limite à la création. Il évoque aussi justement le cinéma américain à cette époque-là et comment Robocop et Verhoeven notamment vont chambouler un peu les choses, pousser les potards à fond. Et il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Pour rester dans ce qu'on racontait sur la représentation d'une ville, c'était assez fascinant justement de voir que Robocop, qui est censé se passer à Détroit, et c'est vrai qu'il représente aujourd'hui aussi peut-être beaucoup justement Détroit. D'ailleurs, Robocop a sa statue maintenant, d'ailleurs, je crois, dans cette ville. La majorité du film a été tournée ailleurs justement pour pouvoir correspondre aux idéaux visuels architecturaux que Verhoeven pouvait avoir de ce film en fait. Et donc ça va être un peu partout dans le pays, non, c'est pas au Mexique, le Mexique c'était pour Total Recall, mais il va bouger un peu partout en fait pour trouver tel bâtiment, telle rue, tel quartier en fait qui va faire péter, où il va faire des matte painting d'ailleurs pour transformer un immeuble. Et j'ai découvert ça en voyant le documentaire. Je ne savais pas en fait que tel plan que je connaissais, en plus j'ai vu le film plein de fois, je savais pas que cet immeuble avait été retravaillé en matte painting en fait. Et c'est assez fascinant parce que ça fonctionne toujours impeccablement aujourd'hui en fait. Et il est capable du coup voilà, entre le studio, 3 ou 4 villes différentes, de te faire croire que voilà, tout ça c'est une ville en fait, que le documentaire pour ça, enfin pour cette création, et sans rentrer dans justement des théories fumeuses, est assez bien foutu, et je le conseille vraiment. Il évite beaucoup d'écueils de documentaires qui voudraient en plus aussi se féliciter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. On n'est pas dans la featurette ni dans le promotionnel, sans non plus chercher à faire dans le trop croustillant. C'est bon, il y a une vie sur le plateau, il s'est passé telle ou telle chose, Peter Wheeler a baisé à tout va. Écoute, si les gens étaient consentants, tant mieux, et qu'ils se fassent plaisir. Mais c'est pas ça qu'a joué sur la création du film. Donc les gens en parlent, c'est bien, mais on va pas en faire un pataquès. Je le conseille, et ça permet de rentrer vraiment dans un limite on participe un petit peu en fait au tournage, on voit ce qui s'est passé, et c'était pas cool. Verhoeven était taré, et il a épuisé tout le monde.
Et il y a eu beaucoup de sang, beaucoup trop de sang. Il a vu jusqu'où on pouvait montrer du sang. Est-ce qu'il a vraiment fait fondre quelqu'un avec de l'acide, hein? Non, mais par contre, on voit la création de tous ces trucs-là, tous les éléments justement iconiques un petit peu de ce film que tout le monde connaît. Enfin, Robocop, pour notre génération, c'est un objet important. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai pris du plaisir aussi à regarder cet objet. Enfin, de me dire, tiens, quelqu'un a pris la peine de faire vraiment un travail. Il a été revoir tous les gens qui sont encore en vie, qui ont travaillé sur ce film, tous les acteurs, les techniciens, les scénaristes, les producteurs, tous les gens, voilà. Et on a été voir tout le monde pour garder une trace de comment ça s'est passé, comment on en est arrivé à sortir cet objet. Le film n'évoque pas la sortie, le résultat le succès ou quoi que ce soit. C'est vraiment la création du film jusqu'à la fin du tournage, et puis paf, ça s'arrête et on va pas aller plus loin. Et en fait, cette rigueur aussi dans cet objet me plaisait bien. Alors, il y a plein de trucs très agaçants, de faire redire à tous les acteurs leurs répliques cultes, grosso modo. Ce gimmick-là m'a particulièrement agacé. Et puis, il est récurrent, très récurrent. Il prend beaucoup de temps d'ailleurs, parce que vu que... Bon, bref. Mais justement, sur cette fabrication, comment on va parvenir à créer un objet extrêmement cohérent en partant en fait de plein de choses qui viennent de partout. Très composite, quoi. Extrêmement composite. Ça participe justement, enfin, d'enchaîner les deux objets justement sur cette, et c'est typiquement américain, et voilà, de comment la fiction et la réalité en fait se mêlent, et comment on n'arrive plus à faire cette distinction finalement au bout d'un moment, et peu importe en fait qu'on puisse faire cette distinction, puisque justement elles communiquent entre elles et elles font naître justement quelque chose d'un peu nouveau. Et Los Angeles, c'est exactement ça. C'est une ville qui existe, enfin, mis à part pour Tom Anderson et quelques habitants, et encore lui il parle d'il y a plus de 20 ans quand même, hein. Aujourd'hui, justement, je serais curieux de voir comment il aborde des films Tom Anderson comme San Andreas, voilà, exactement. Je serais curieux en fait d'avoir son point de vue sur quelques-uns des derniers films qui ont été faits sur Los Angeles. Et aujourd'hui, alors que les néons de Los Angeles ont changé de couleur, qu'est-ce que ça évoque pour lui? Je serais vraiment curieux de voir mais voilà, il a décidé d'arrêter son film à 2001. Et quant au documentaire sur Robocop, eh bien écoutez, faites comme moi, prenez un avion, foutez en l'air votre bilan carbone et instruisez-vous, bordel de Dieu. Il est temps de faire une courte pause avant que tu évoques l'actualité des sorties, puisque nous sommes aussi, depuis maintenant 17 ans, une émission d'actualité. On est là à fond au taquet. On va faire une courte pause en écoutant un morceau exceptionnel, une reprise du California Dreamin' des Mamas and the Papas par Lee Moses, que tout le monde connaît puisque c'était lui qui chantait le Bad Girl de Apollonie de Bonello. Et puis autour de ça, un ou deux extraits, notamment de Hit de Michael Mann, qui prend cher Michael Mann quand même, enfin justement parce qu'il n'est pas assez évoqué et il prend cher. Je crois que c'est ça surtout. C'est surtout ça. Voilà. Et on se retrouve juste après pour évoquer l'actualité du cinéma. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off Shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. All the leaves are brown, and the skies are gray.
Yes, I did. I stopped along the way. Oh, fell down on my knees. I began to pray. You know, the preacher takes a call. Somebody help me now. Gotta go so bad, yeah. The leaves around. Skies are gray. When the wall on a winter's day, I'll be safe and warm. If I were in LA, yeah, California dreaming on a winter's day. Oh yeah, such a winter's day. City Lights. In Fiji, they have these iridescent algae that come out once a year in the water. That's what it looks like out there. You been there? No, I'm going there someday. Oh, yeah. You travel a lot? Yeah. Travel makes you lonely? I'm alone. I am not lonely. You? Are you lonely? À l'instant, un extrait de Hit, on a pu entendre Limousine et la reprise de California Dreamin', et puis évidemment Blade Runner. On termine cette émission avec le dernier film de Gareth Edwards. Tu m'en coupes si je dis une bêtise. Non, c'est donc bien Gareth Edwards qui a fait tout et n'importe quoi en fait depuis quelques années, du Star Wars, les grosses bêtes. Bon, il est fan de SF visiblement, et donc là le dernier c'est The Creator qui reste dans la veine de ce qu'il a pu faire pour Star Wars. Tu me dis, enfin, c'est toi qui l'as vu, tu vas me raconter. Oui, moi je l'ai vu. Après, je peux pas dire que c'est quelqu'un que je suis parce que déjà j'ai oublié ce qu'il a fait. J'ai dû juste regarder un petit peu sur cette chose qui s'appelle Internet pour me remémorer pourquoi je me disais ouais, ça m'intéresse de voir ça. Effectivement, c'est le type qui a fait Monsters, qui était une sorte de film, bon, indépendant, même si ça veut rien dire, mais qui était un film un peu low-fi avec des grosses bébêtes extraterrestres qui se baladaient et des gens qui essayaient de les fuir dans une sorte de dystopie là, science-fiction. Le Rogue One, le Star Wars, le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque, comme il est de coutume de dire, soi-disant rattrapé aussi par son écrivain, parce qu'il y a eu des reshoots sur ce film-là, par le scénariste Gilroy, je crois. Alors en tout cas, là, je ne vais pas non plus rentrer dans les arcanes de la création de Star Wars, mais voilà. Il a fait un Godzilla aussi, non ? Il avait fait ce Godzilla qui était une sorte de... moi, un film que j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a des moments de mise en scène complètement tarés, mais qui est objectivement un truc ni fait ni à faire en termes de scénario. En tout cas, en termes de scénario, c'est une catastrophe. Je sais que j'ai essayé de le revoir il n'y a pas longtemps avec mon fils qui avait 10 ans et qui m'a dit « Mais je comprends rien, mais c'est pourquoi il a disparu, le personnage ?
message là, on sait pas, parce qu'effectivement c'est très très mal écrit, à tel point qu'un gamin de 10 ans, même s'il est prodigieusement intelligent comme mon fils, il peut le voir. Mais par contre, je sais qu'il y a des scènes moi où je me dis ah putain, le mec il a quelque chose. Il y a des idées, des idées d'images. Ouais, en fait, il y avait des idées d'images dans le monumentalisme, en fait, chez lui qui m'intéressait dans sa représentation de Godzilla, dans le Godzilla, même si ça fait quelques temps que je l'ai pas vu, je m'étais dit c'est marrant parce qu'il y a vraiment, il arrive à avoir un point de vue qui soit pas anthropocentré sur les créatures. Donc il y a un jeu avec les chocs scalaires et tout ça où il fait que il filme la créature, on voit. T'as employé un gros mot. Oui, mais parce que ça m'intéresse beaucoup ce truc-là, parce que quand quand t'as des très grosses créatures, en général, on joue avec le choc scalaire. Il y a l'infiniment de petit, l'être humain, du coup, avec le grand. Et les films qui arrivent à filmer quelque chose. Avec Pacific Rim, notamment. Oui, mais lui, là, il est dans quelque chose où vraiment toujours le monumentalisme est toujours mis à l'échelle humaine, quoi. Et chez Gareth Edwards, il y avait un truc ce que fait peut-être plutôt Miller dans ce cas-là. Miller l'a fait, ce choc scalaire, beaucoup, notamment avec Happy Feet, mais il l'a fait aussi avec... Oui, Happy Feet, il y a quelques scènes qui sont comme ça, où ils arrivent à filmer d'un point de vue où, on est dans l'infiniment grand, mais sans avoir toujours la référence à l'échelle du plus petit. Ça, c'est hyper rare à filmer. Moi, je trouvais que Godzilla, dans mes souvenirs, en tout cas, il y avait des moments très forts là-dessus. Et aussi une scène assez abracadabrante de saut au parachute. Alors j'ai oublié la musique, mais je crois que c'était une musique. Oui, c'était un truc peu avec des Kubrick, oui, c'est ça, limite Ligeti. Oui, c'est ça. Mais en plus écoutable. Ouais. Et moi je trouvais cette scène super jouissive à regarder. Ils avaient utilisé justement en promotion du film, et quand tu allais voir le film, tu étais déçu parce que du coup le meilleur était dans la bande-annonce, dans la promotion. Moi c'est pas un film que j'ai vu 10 000 fois, donc après je sais pas, je sais juste que quand je l'ai vu, je me dis putain, elle est trop classe cette scène. Voilà, c'est tout. Mais peut-être aussi par effet de contraste, encore une histoire de choc scalaire, parce que voilà, tout ce que je voyais c'était nul avant. Oui, quand je voyais ça, je me dis putain, c'est fou. Ça aura une époque où on est bouffé par les Marvel. Oui, c'est ça. Donc là d'un coup tu disais d'accord, il y a un mec qui ose faire encore n'importe quoi dans un gros blockbuster, et de se dire tiens, je vais foutre de la musique classique, une musique de concrète, non mélodique, avec des mecs qui sautent en parachute. Ça c'est amusant, parce que je vois plus du tout ce genre de conneries. Sans essayer de piter plus haut que son cul non plus, quoi, parce que justement le film est n'importe nawak. Ouais, mais je pense que tu avais quand même ce truc là. Après Rogue One c'est un truc à part. Moi c'est un film que je l'ai vu sûrement 3 fois, je m'en rappelle jamais encore. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de place à prendre là-dedans non plus. Peut-être pas. Et ceci dit, ça reste un des films de Star Wars des 2 nouveaux Star Wars que j'ai revu 3 fois, et sans trop me dire c'est nul, c'est trop nul, mais ceci dit je m'en rappelle jamais. Toujours est-il que j'attendais un peu ce truc-là. Comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, mais non, c'est bien le Seigneur des Anneaux. Et en tout cas, moi, j'ai décidé inconsciemment de me faire hyper par la sortie de The Creator. Depuis les annonces de la sortie, je me suis dit putain, enfin, il y a un film de science-fiction qui sort, déjà, qui est basé sur un univers original. Ce qui est rare, ce qui n'a l'air de rien. Ça arrive jamais, en fait. C'est toujours des films qui sont basés sur des adaptations de jeux vidéo, des de bouquins, des films préexistants. Voilà. Là, d'un coup, tu as un film qui sort comme ça, qui est d'un scénario original, d'un univers original. On verra plus tard que c'est évidemment très référencé, mais ça reste un film qui n'est hors franchise, qui pourrait devenir une franchise. Mais voilà. La précédente fois où c'est arrivé, c'est soit Avatar le premier ou Jupiter Ascending des frères Wachowski, mais sinon ça n'arrive pas, ce genre de truc. C'est les sœurs Wachowski. Les sœurs Wachowski. Mais en tout cas, ça n'arrive plus jamais, ce genre de truc. Après, ceci dit, je suis pas allé à fond dans le making of du truc, mais a priori c'est pas un si gros budget que ça. Enfin, on n'est pas dans un budget à 100 millions de dollars, mais plutôt un truc plus petit, mais qui a l'air d'en avoir coûté beaucoup plus cher. Ça coûte plus très cher les ordinateurs aujourd'hui. Oui, mais et c'est vrai que moi, quand je voyais les images, je me disais ouais, putain, j'ai trop envie de voir ça. J'ai trop envie de voir des androïdes au Tibet qui portent des bures de moine et tout ça. Je trouve ça trop cool. Et là, j'ai le geek qui se réveille en moi, qui me dit ah ouais, c'est super. Je veux voir ce truc, quoi. Et du coup, je suis allé le voir, et puis en fait, c'est pas bon du tout, quoi. Merci Antonin pour cette. Mais c'est intéressant parce que effectivement, tu te dis, là, il y a un truc qui subsiste dans en tout cas, le petit attrait que j'ai eu pour le film, c'est qu'effectivement,
tout ce qui est de l'ordre du production design, je le trouve super bien, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où le production design, je le trouve super, quoi. Même Avatar 2, que j'ai adoré, j'ai toujours un problème avec le production design où je me dis, c'est comme les Toy Story, c'est comme les créatures, à part tout le côté, pas les bestioles, mais au contraire les trucs de guerre, je trouve ça trop cool. Mais par contre, les bestioles et tout, j'ai encore des réserves, je suis pas hyper attiré par ça, quoi. Mais par contre, les gros objets de guerre, je trouve ça super. Et dans The Creator, bah voilà, tout ce qui est de l'ordre technologique, je trouve que c'est les équipes d'ILM et tout, et je pense qu'ils se sont bien éclatés. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. C'est ton fils qui a écrit cette. Parce que lui, il a pas vu, je suis allé voir tout seul, comme un grand. Oh, le salaud. Tu vas même pas voir ça avec ton fils. C'est pas pour les enfants, c'est hyper important parce que ça traite de tas de choses très philosophiques et tout ça, notamment quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Qu'est-ce qui nous distingue de l'IA? C'est exactement un film pour les adolescents, je veux dire, qui vivent avec leur téléphone. Comme Real Steel. Tu te rappelles de ce film Oui, bien sûr, avec des robots. Oui, des robots qui sont dessus. C'était justement Pacific Rim. Voilà, j'allais voir tous les films avec des robots. Les films d'auteur manquent de robots qui se tapent dessus. Mais c'est en fait c'est quand même une grosse déception où l'esthète en moi se régalait un petit peu parce que je suis fan de beaux dessins, quoi, en gros, quoi. Mais c'est vrai que c'est très mauvais en termes de scénario, encore une fois. Et ça se passe pas à Los Angeles. Et ça se passe absolument pas à Los Angeles, mais si, un petit peu quand même, parce que Los Angeles a été détruit par une bombe nucléaire a été lancée par une IA, ce qui nous rappelle quand même fortement un autre film qui serait Terminator, et qui donc se passe dans un monde où les humains les Américains, non pas les humains, mais les Américains font la guerre à toutes les IA, donc tous les robots, parce que c'est dangereux, parce que ça lance les guerres contre les humains, comme dans Terminator, parce que tous les Américains ont vu Terminator, se disent hop, on arrête avec les conneries avec les intelligences artificielles, c'est dangereux pour l'humanité. Donc ils lancent une guerre contre les IA qui se sont tous réfugiés en Asie avec les Chinois. Donc le nouveau méchant du cinéma américain. Donc voilà, on est dans une sorte, malheureusement encore, de cinéma extrêmement fait par quelqu'un qui est beaucoup trop cinéphile pour son propre bien. C'est-à-dire que, en gros, c'est un film qui fait mine peut-être de traiter de thématiques sur ce que je disais sous forme de blague sur comment on travaille cette idée entre qui est en plus ultra contemporaine, qu'est-ce qui va distinguer à un moment une intelligence artificielle d'une intelligence humaine, qui est une problématique évidemment qui peut être traitée dans AI de Spielberg, dans Blade Runner de Ridley Scott, dans peut-être pas le Congrès, parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas une vraie thématique de science-fiction qu'on traite depuis longtemps, mais qui évidemment aujourd'hui a une actualité dans tous les cas, c'est pas une actualité très brûlante et hyper fascinante. On peut dire que dans The Creator, non, il n'y a rien, parce qu'en fait, il se borne plutôt à réduire la différence entre les intelligences humaines et les intelligences artificielles à un combat de pure altérité qui serait plutôt un combat, un scénario plutôt à l'Avatar, parce que en gros, c'est le scénario d'Avatar, quoi. C'est un personnage qui est infiltré chez les IA, qui est à la solde des Américains et qui va devoir, par degré et de force en même temps, va devoir plutôt s'intégrer avec les IA pour combattre les Américains. Donc c'est Danse avec les loups, c'est Avatar. Ceci dit, moi j'ai jamais reproché à Avatar d'être un décalque de plein de choses. C'est un concept scénaristique, et c'est ce qu'on pouvait reprocher à Avatar, de reprendre justement ce concept qui n'a pas été créé non plus avec Danse avec les loups. C'est de se mettre à la place de l'autre, en fait, et essayer de comprendre l'autre, en fait. Et c'est une base en fait importante du cinéma, en fait, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre moi après, l'autre. à la limite, j'ai rien contre ça, mais en fait, il faut pas me faire mine de parler d'autre chose, quoi, en fait, quoi. C'est un film qui typiquement a beaucoup d'effets d'annonce sur on va vous parler de ce qu'est l'IA, il faut l'accepter et tout ça. C'est presque apporté au crédit du film aussi. Et soit dit en passant, on va dire, c'est cool de voir un film qui diabolise pas ça, en se disant il prend le parti que l'IA c'est peut-être le stade après l'homme de Néandertal, quoi. X-Men. C'est le stade, le point X-Men, tout à fait, quoi. Oui. Encore un truc. C'est une évolution. C'est une évolution. Donc comment on gère avec cette évolution-là, il va falloir traiter avec. On l'accepte.
Donc déjà c'est bien, parce que ça a plutôt tendance à le cinéma contemporain américain, en tout cas plutôt diabolise ça. Enfin moi aussi dans la vie réelle, mais en tout cas voilà, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Mais ceci dit, clairement c'est pas traité, ou c'est traité sous un angle plutôt des traditionnelles thématiques américaines quand les gens n'ont pas envie de se faire chier, c'est-à-dire l'amour et la rédemption. Et au bout d'un moment, quand tu as le cœur du film fait mine d'être quelque chose et qu'en fait c'est toujours le même truc qui est très cliché de la rédemption et de l'amour, et que toute la résolution du film se fait là-dessus, c'est pas possible. Donc plutôt que payer 15 € pour aller voir The Creator, mettez-les plutôt dans le Blu-ray de Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson, qui est ressorti chez Carlotta. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B, et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Je rappelle que, si je dis pas de bêtises, c'est le 15 octobre. Il y aura une projection très particulière à l'Arvor, le guet-apens de Sam Peckinpah pour les films du dimanche soir. À l'Arvor, encore une fois, faut vraiment être présent pour cette projection exceptionnelle. Et puis on aura aussi le 13 octobre un blind test au Ciné TNB. Ah oui, exactement. Ça va être un week-end exceptionnel. Un truc à 18 ou 19h, au bar du TNB. On fait un blind test. Il y aura des cadeaux de Rimini édition à gagner, notamment. J'annonce ça sans avoir la confirmation, mais oui. Donc voilà, un gros week-end avant les vacances. Venez nombreux. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Des bisous. Elle s'est évanouie, je vais la faire revenir à elle. Vous savez ce que signifierait la faire revenir à elle? Une résurrection. Oui, ce serait ça. Et vous savez ce que résurrection veut dire? Se lever d'entre les morts. Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez-vous capable de ressusciter les morts? Je le fourre dans la voiture aussi? Naturellement.